26 avril 2026, nous sommes dans la 5e année et c'est le 62e jour depuis le début de l'invasion à grande échelle. Je vous souhaite la bienvenue, je vous présente le rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, rien du front car il ne s'y passe rien. Il est très difficile d'obtenir de nouvelles informations. Le problème c'est que l'Ukraine n'attaque pas activement actuellement. Cela signifie que nous ne voyons aucune attaque du côté ukrainien. Et même si le côté russe attaque activement et mène une grande offensive, celle-ci n'avance pratiquement pas d'un mètre. Et ici nous voyons peut-être des gains de terrain de plusieurs centaines de mètres répartis sur l'ensemble du front, et cela chaque jour. C'est trop petit à cette échelle pour le montrer sur la carte ici. C'est pourquoi nous devons toujours attendre un peu. Donc, désolé pour tous ceux qui attendent toujours des gains de terrain. Mais actuellement, nous ne voyons rien. Restez tout de même attentifs. L'Ukraine a en effet annoncé pour cette année sa propre offensive, qui pourrait peut-être être un peu plus réussie que celle du côté russe actuellement, ou celle du côté ukrainien à l'époque en 2023. Mais ce que nous voyons à nouveau, ce sont des images de Tuapse, le dépôt de pétrole qui brûle toujours. Nous voyons beaucoup de choses du côté de la technologie des drones, et ce que nous verrons aussi, ce sont des attaques intéressantes et, étonnamment, aucune riposte. Restez donc avec nous. De nouvelles images montrent désormais assez clairement ce qui a été touché à Tuapse. Dernièrement, nous n'avons rien vu à cause d'une fumée noire persistante au-dessus de l'installation et nous ne pouvions presque rien distinguer. Nous n'avons pas constaté de dégâts, la fumée étant trop épaisse. Nous voyons maintenant que non seulement la raffinerie, mais aussi tout son environnement ont été touchés. Dépôts de stockage, stations de pompage, pipeline, en fin de compte toute l'infrastructure de chargement. Donc précisément les éléments qui permettent au pétrole d'entrer, mais surtout de sortir. Et c'est exactement ça le problème du côté russe maintenant. Non seulement un endroit a été endommagé, mais plusieurs endroits en même temps. Des réservoirs ont été endommagés, des conduites interrompues, des pompes sont tombées en panne. À cela s'ajoute le chargement ferroviaire, c'est-à-dire tout ce qui arrive au port pétrolier de Tuapse par train et en repart, a également été endommagé. Et si cela ne fonctionne pas, alors plus rien ne rentre ni ne sort. Les installations de traitement peuvent rester opérationnelles, mais cela est inutile sans arrivée ni évacuation de pétrole. Pendant ce temps, des employés tentent de réduire les graves pollutions pétrolières en mer Noire en ramassant tout ce qu'ils peuvent avec des pelles. C'est vraiment la mer Noire, comme on le voit en arrière-plan. Et tout cela alors que des habitants se plaignent encore qu'on ne peut plus passer ses vacances ici et qu'il pleut du pétrole tous les jours. Une attaque de drone vise actuellement la raffinerie de pétrole près de Yaroslav, l'une des plus grandes du pays avec une capacité annuelle d'environ 15,7 millions de tonnes. La distance jusqu'au front est d'environ 700 km. Plusieurs impacts ont été signalés, les détails concernant les dégâts ne sont pas encore clairs. Actuellement, il y a encore un incendie. Regardez ici les marques de victoire sur un hélicoptère ukrainien. Celui-ci, comme beaucoup d'autres, a servi à lutter contre les drones et a abattu tellement de drones qu'on a dû utiliser une liste de bâtons faute de place, les pictogrammes devenant trop grands. Avant de compter les marques de victoires à l'écran, je vais vous faciliter la tâche. Il y en a 185 visibles sur l'image. C'est aussi très intéressant. Les hélicoptères participent encore à la défense anti-drone, notamment contre les Shahed plus lents. Ils se sont avérés très efficaces par le passé, ce qui devrait bien sûr aussi donner une certaine motivation ici dans le pays. D'élargir un peu la flotte d'hélicoptères, ou surtout de la préparer à ces dangers qui pourraient éventuellement nous concerner à l'avenir. Peu importe qu'ils viennent de Russie, d'Iran ou d'autres acteurs. Les hélicoptères sont particulièrement pertinents pour cette tâche, comme on peut le constater. Un Marder allemand, utilisé par l'armée ukrainienne, roule jusqu'à ce que sa chenille casse. Ensuite, il se renverse. Message au conducteur de char. Qu'a mal fait le conducteur? Je suppose que c'est la cause du problème. Le fait de déraper hors de la route et ensuite de se renverser, ce qui s'est produit à cause de cela, était la faute du conducteur et non dû à la rupture de la chenille. C'est ce que j'ai lu, mais je n'en suis pas certain, alors écrivez-le en commentaire si besoin. Dans la région de Uljajpol, un transporteur de troupes russes a été directement attaqué et touché par un drone FPV ukrainien. Les images montrent le camion transportant 11 personnes. Le drone a frappé directement la plateforme de chargement. Et c'est précisément pour cette raison, chers spectateurs, qu'on ne circule pas avec un camion plein de personnes dans des zones connues pour la présence de drones. Cela a du sens. Honnêtement, que ce soit des Ukrainiens, des Russes ou d'autres, si je place mes soldats dans une zone où il y a des drones, je les espace suffisamment. L'ennemi aurait besoin d'au moins 11 drones pour tous nous éliminer, mais certains pourraient encore échapper en se dispersant.
Mais entasser tout le monde sur une plateforme de chargement pour ensuite les envoyer sur une route, en sachant plus ou moins qu'on les envoie kébo à la mort, c'est ce qu'on voit le plus souvent du côté russe. Un drone terrestre a évacué une femme de 77 ans d'une zone grise. Elle marchait sur une route constamment sous le feu jusqu'à ce qu'elle soit repérée et atteinte par le robot. Comment savait-elle qu'elle devait monter ? Eh bien, les soldats avaient attaché ici un drap au drone avec l'inscription « Mamie, monte à bord ». C'est donc aussi une autre façon assez ingénieuse de rendre un tel drone utile. Drone SPU ukrainienne. Restons donc avec celle-ci. Les drones ont pu toucher ou attaquer plusieurs cibles de grande valeur en Crimée lors d'une opération nocturne. Ont notamment été touchés 3 navires de guerre russes ainsi qu'un MiG-31 sur la base aérienne de Belbek. Des radars, positions de défense aérienne et infrastructures techniques près de Sébastopol ont été visés ainsi que des installations de commandement. Mettre simultanément sous pression cibles maritimes, aéronefs, capteurs et postes de commandement vise, comme lors d'autres attaques, à perturber globalement la capacité de réaction. Si radars, défense aérienne et infrastructures sont touchés en même temps, des failles apparaissent, rendant d'autres attaques possibles. Il est impossible de confirmer l'ampleur des dégâts pour l'instant, nous attendrons donc encore quelques heures. Le choix des cibles montre une approche coordonnée. Le 15 avril, un drone de reconnaissance ukrainien a pu repérer une base de drones des forces russes. Pour pouvoir détruire la base abritant plusieurs pilotes de drones, les Ukrainiens ont décidé de faire décoller un MiG-29. Le bâtiment est aussi assez grand, donc il est logique que s'il venait avec plusieurs drones, il ne pourrait pas toucher toutes les forces ennemies, ou peut-être pas de manière significative. Il y a probablement aussi une grande quantité d'équipements cachés ou stockés dans le bâtiment. Et en plus, il se peut aussi que les capacités d'artillerie n'aient tout simplement pas suffi en termes de portée dans cette zone. C'est pourquoi il faisait toujours décoller un MiG-29 pour attaquer la position russe. Le MiG-29 a alors effectué une frappe AESM Hammer et a touché les pilotes de drones. Combien ils étaient reste inconnu, mais cela n'a aucune importance car cette position a été repérée et attaquée. Cela signifie que les Ukrainiens savent que les Russes s'y trouvent. Donc si quelqu'un a survécu à cela, logiquement, il faudrait simplement changer de position. Mais apparemment, ils ne l'ont pas fait, car aujourd'hui exactement le même bâtiment a été attaqué, aussi parce que des pilotes de drones russes s'y trouvaient à nouveau. À part ça, je ne comprends pas non plus pourquoi ils ont choisi le bâtiment le plus voyant de la ville pour y installer un abri. Le blogueur militaire russe Fighter Bomber relate une attaque de drones au cœur de l'arrière-pays russe et en donne les détails clés. Selon lui, les drones auraient parcouru environ 1800 km au-dessus du territoire russe avec un temps de vol de 8 à 10 heures. Voici le point important. Il précise qu'aucune mesure d'interception n'a été prise sur cet itinéraire. Aucune défense antiaérienne, aucune tentative apparente d'arrêter les drones en cours de route. Cela met moins en avant la portée des drones, car 1800 km c'est déjà une distance considérable, mais plutôt le fait qu'il n'existe apparemment pas de défense anti-aérienne cohérente sur cette distance capable d'intercepter les drones. C'est actuellement une sorte de pays de cocagne pour les Ukrainiens. En effet, ils peuvent construire des drones capables désormais de parcourir d'énormes distances. Apparemment, cela ne leur pose aucun problème. Ils peuvent survoler partout en Russie, car la défense anti-aérienne ne suffit plus contre les drones. Des drones ukrainiens découvrent une cachette russe contenant plusieurs obusiers automoteurs, et surtout des machines à laver et des réfrigérateurs volés. Je suppose que les soldats les ont entreposés là, et qu'ils veulent les ramener un jour en Russie. En Russie, dans beaucoup de foyers, n'ont pas de toilettes, de machines à laver, de lave-vaisselle, ni d'appareils électroménagers que nous jugeons ici standards. C'est surtout un problème pour les Russes, qui veulent emporter ces objets d'Ukraine occupés. L'entrepôt sera détruit par des drones. Jetons un coup d'œil au front. Comme dit, il n'y a quasiment aucun changement. Je n'ai rien à montrer. Les objectifs russes incluent toujours la création de la Nouvelle Russie, annoncée il y a quelques mois. Cela inclurait également d'autres régions, comme par exemple Dnipro et les zones adjacentes, qui devraient alors appartenir à la Russie ou sur lesquelles ils veulent revendiquer un droit. Et cela concernerait toute cette région ici. Rien que pour les territoires qu'ils revendiquent tant déjà, comme par exemple le Donbass, il leur faudra probablement plusieurs années avant de pouvoir les atteindre réellement. Il existe des estimations d'environ 5 ans, rien que pour le Donbass. Cela correspondrait à peu près à la distance d'ici jusqu'à là-bas. D'après ce que je peux voir, cela fait environ 50 km. Et il est estimé de façon assez réaliste que cela va encore durer au moins 5 ans.
Cela signifie qu'ils pourront conquérir en moyenne 10 km par an. 10 km par an, un escargot pourrait parcourir cette distance plusieurs fois. Et des armées du passé ont pu parcourir cette distance en quelques jours seulement. Ici, nous voyons une usure humaine énorme pour gagner seulement quelques mètres de territoire. Et ensuite, on parle d'ambition. Et des objectifs ambitieux qui sont encore à 200 km d'ici. Et je ne pense pas que cela puisse être décidé d'une manière ou d'une autre, militairement ou surtout sur le champ de bataille. Du côté russe, si l'on reste réaliste. Merci aux abonnés, membres et à Alge Cruel. Merci spécial à Oberstleiter Andrenik, loin à Mérufer. Abonnez-vous, likez, commentez. À bientôt pour le prochain rapport de situation.